À l'émission d'aujourd'hui, nous recevons Morgane Delorme. Elle est titulaire d'une maîtrise de sciences politiques et d'une maîtrise en philosophie de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Elle poursuit présentement un doctorat en éthique économique en co-tutelle à l'Université de Montréal sous la supervision de Peter Ditch. Sa thèse porte sur la Banque centrale européenne et l'étude des justifications concernant la politique monétaire non conventionnelle. Elle explore la possibilité de réconcilier les banques centrales avec des objectifs politiques. À l'émission, nous abordons le rôle des banques centrales et les effets qu'elles ont sur nos vies. Nous voyons que les banques centrales ont été dissociées du pouvoir étatique afin d'éviter certains abus électoraux. Toutefois, les changements politiques récents ont amené les banques centrales à élargir leur mission, ce qui inclut maintenant des aspects à teneur plus politique, sans que leur devoir de reddition de comptes n'ait suivi. Morgane met l'avant de l'idée que nous devrions peut-être reconsidérer le rôle et les responsabilités des banques centrales afin d'être plus cohérents avec les rôles que nous leur octroyons. Bonne émission. Bonjour Morgane. Bonjour. À l'émission d'aujourd'hui, tu vas nous parler du système bancaire. Et souvent, le sujet peut en rebuter plus d'un à cause de l'aspect technique. Donc, on va faire un gros effort là, pour s'assurer d'avoir une présentation qui soit le plus simple et le plus clair possible. Et donc, peut-être avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous faire peut-être un bref historique des changements bancaires récents pour nous situer un peu sur le plan historique? Je pense qu'on va surtout parler des banques centrales, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un peu des banques commerciales. Et en fait, ce qui est intéressant d'un point de vue historique sur l'évolution récente des banques centrales, c'est qu'il y a eu un espèce de tournant à partir des années 90, et c'est ce qui, moi, m'intéresse beaucoup. Il y a eu un tournant dans la façon dont les banques centrales sont institutionnalisées au sein de l'économie en général, et leur rapport vis-à-vis des autres institutions économiques et leur rapport vis-à-vis des banques commerciales. Alors en fait, les banques centrales, c'est des institutions assez récentes qui ont émané en premier lieu en Europe et puis qui maintenant sont institutionnalisées dans tous les États. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que jusqu'aux années 80-90, les banques centrales étaient des institutions qui étaient beaucoup plus coordonnées aux institutions politiques et notamment au gouvernement. Et depuis les années 90, pour des raisons en fait de proximité un peu désastreuse entre les gouvernements et les banques centrales, c'est-à-dire que les gouvernements avaient tendance à utiliser la politique monétaire, donc la politique des banques centrales, à leurs propres fins, à des fins qui étaient parfois électorales, je pense qu'on va y revenir. En fait, à partir des années 90, pour éviter des conséquences qui étaient jugées un peu désastreuses, donc par exemple des fluctuations très importantes du niveau d'inflation, c'est-à-dire des modifications du niveau général des prix, eh bien, les États ont décidé de mettre à distance les banques centrales des gouvernements et du reste des institutions économiques. Et donc, les banques centrales, depuis les années 90, sont des institutions qui sont missionnées pour être indépendantes, donc indépendantes politiquement, ce qui veut dire qu'elles sont impartiales, elles ne suivent pas un programme politique qui jouerait des préférences partisanes, et elles sont indépendantes dans le sens où elles ne sont pas soumises aux préférences des gouvernements qui sont en place au moment où elles interviennent. Et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on est passé dans les années 90 d'un modèle de banque centrale plus politisé à un modèle de banque centrale qui est le nôtre aujourd'hui, qui est celui des banques centrales dites indépendantes. Et ça c'est vrai dans quasiment tous les États, enfin c'est l'immense majorité des banques centrales qui sont constituées de cette façon-là, avec un degré d'indépendance qui peut varier évidemment. Et puis c'est des institutions qui sont pas toutes mandatées de la même façon partout dans le monde. Certaines banques centrales ont des missions plus restreintes que d'autres, et en général, il y a un lien très fort entre le degré d'indépendance de la banque centrale et la largesse de ses missions. Et donc, plus la banque est indépendante, donc moins elle rend de compte, plus elle a des missions restreintes. Donc, plus elle est indépendante du politique, plus ses missions sont restreintes. Pour une raison évidente, c'est parce que comme elle rend très peu de comptes, eh bien, il est important qu'elle n'ait pas des prérogatives énorme, et donc qu'elle n'agisse pas comme une institution politique alors qu'elle n'est ni élue ni comptable devant autre chose que les cours constitutionnels. Voilà.
Merci pour cette première introduction là, de l'évolution du rôle des banques centrales. On va revenir en effet là, aux raisons qui ont motivé ce changement dans la façon dont le politique se comporte face aux banques et dans l'indépendance là, des banques centrales. Mais juste avant, pour qu'on comprenne justement toute l'ampleur, toute l'importance de ce changement-là dans nos vies, est-ce que, Morgane, vous pourriez nous expliquer le rôle des banques centrales? Vous avez mentionné qu'elles avaient un rôle, qu'elles contrôlaient l'inflation. Donc, jusqu'où est-ce qu'on va ressentir le pouvoir, l'influence de ces banques des banques dans notre vie quotidienne? Ouais, en fait, c'est une bonne première question pour comprendre la place des banques centrales au sein du système institutionnel. En fait, les banques centrales, donc, on dit qu'elles élaborent la politique monétaire, c'est-à-dire la politique de la monnaie, et donc, en fait, elles sont responsables de la création de la monnaie. Alors, on a un peu tendance à dire, à penser comme ça que les banques centrales, elles créent de la monnaie, elles injectent de la monnaie comme ça dans l'économie. En fait, il y a tout un tas de mécanismes qui rendent cette création un petit peu plus indirecte que ça. C'est-à-dire qu'elles passent par les banques commerciales pour créer de la monnaie. Donc, elles accordent des crédits ou elles rachètent des actifs. Et par ce biais-là, en contrepartie des actifs qu'elles rachètent, par exemple, eh bien, elles créent des lignes de compte et donc des lignes de crédit auprès des banques commerciales qui ensuite, elles, créent concrètement de l'argent en injectant, en prêtant de l'argent aux investisseurs, aux individus, aux autres banques sur le marché interbancaire. Elles font comme ça circuler l'argent. Et donc, c'est à partir de la banque centrale que l'argent est créé, au sein d'un système beaucoup plus complexe où il y a un certain nombre d'agents qui sont responsables de la circulation de la monnaie. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire que cette façon-là d'être un agent qui institue la monnaie, ça a des conséquences immédiates sur la vie des gens? En fait, ça n'a pas des conséquences au sens où c'est pas immédiat et direct, au sens où à chaque fois que la Banque centrale décide de renégocier de modifier son taux directeur, par exemple, le taux qu'elle fixe pour créer de l'argent, en fait, on a du mal à avoir le lien immédiat sur le portefeuille de monsieur et madame Nadeau. Mais il y a des effets qu'on suspecte, évidemment, sur du plus long terme et de façon beaucoup plus générale. C'est-à-dire que ça se distribue de façon plus générale. Il y a un premier effet, évidemment, qui est que, en fonction de la quantité de liquidité que les décisions de la Banque centrale permettent d'injecter dans l'économie, l'inflation évolue. En fonction de la quantité de monnaie en circulation, l'inflation, elle évolue. Plus la Banque centrale est généreuse sur le coût du crédit, plus elle baisse ses taux et plus elle rend le crédit peu coûteux, eh bien plus il y aura d'argent à circuler dans l'économie. Et ça fait monter l'inflation. Ça fait monter le niveau général des prix. Et donc ça se retrouve de façon assez directe sur les biens de consommation évidents. Ça peut se retrouver sur le marché immobilier, ça peut se retrouver sur le marché de l'emploi, les salaires vont monter par exemple, ça peut se retrouver également sur les biens de consommation évidents, etc. Et après, moi, ce qui m'intéresse en particulier, et ce qui est intéressant pour comprendre pourquoi est-ce que ça a des effets politiques aussi, qu'il est important de discuter, c'est que l'inflation en soi, ça a des effets différents sur les groupes d'individus au sein de la société. Et donc c'est là qu'on va peut-être pouvoir parler d'inégalité ou d'enjeux, disons, plus éthiques, parce que la décision que les arbitrages que la Banque centrale va opérer vont avoir des répercussions qui ne seront pas les mêmes sur tous les groupes d'individus. Est-ce que vous auriez un exemple récent ou historique, même si bon, c'est une histoire assez récente, qui illustrerait justement comment les décisions de certaines banques centrales ont pu influencer la vie d'un certain groupe, d'une population, potentiellement en vulnérabilisant ce groupe-là? Alors, ce serait très difficile de cibler. En fait, c'est la grande difficulté de la politique monétaire et c'est pour ça peut-être aussi qu'elle rebute un peu les individus comme vous et moi qui ne sommes pas des économistes de formation. Pas vous normalement, mais... non, mais qui ne s'intéressent pas quotidiennement à ce sujet, disons, et puis qui ne travaillent pas au quotidien dans les institutions de la monnaie. Mais en fait, il y a bien des effets, seulement c'est très difficile de cibler de façon aussi chirurgicale les endroits où la politique monétaire a un effet immédiat. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, en fonction de l'hétérogénéité des sources de revenus au sein d'une population,
l'inflation va pas avoir les mêmes effets. Et par exemple, on se voit bien que, prenez un État comme le Canada, la plupart des ménages au Canada vivent de leur salaire, alors qu'une petite minorité d'individus reçoit une part très importante de son revenu sous forme de dividendes ou de rentes, c'est-à-dire des gens qui sont propriétaires de titres, ou bien qui sont propriétaires d'actions, ou bien qui sont propriétaires de biens immobiliers et qui reçoivent des rentes sur ces biens, etc. Et si les mesures de politique monétaire favorisent davantage, par exemple, les profits au détriment des revenus du travail, les inégalités, elles risquent d'augmenter. Parce que, en général, ce sont les classes d'individus les moins aisées qui détiennent le moins d'actifs et qui sont le plus vulnérables, dans ce sens où elles sont le plus tributaires de leurs revenus du travail. En fait, très souvent, les ménages à faible revenu détiennent des actifs qui sont pas protégés contre l'inflation, par opposition aux ménages plus aisés qui sont capables d'acquérir des produits financiers qui sont beaucoup plus sophistiqués. Et par conséquent, une politique monétaire qui chercherait à atteindre un taux d'inflation plus élevé, elle aurait tendance à redistribuer un peu le patrimoine des plus pauvres vers les plus riches, en fait. Parce que dès qu'il y aurait et on le voit très bien en situation de pandémie, dès qu'il y a un événement qui vient perturber les sources, notamment les salaires et les revenus plus sensibles au choc, les classes sociales les moins aisées disposent de très peu de moyens pour faire face à ces chocs-là et sont obligés, par exemple, de se défaire de leur épargne ou de se défaire des biens qu'ils disposaient pour se prémunir contre les risques, disons. Donc, Morgane, d'après là, ce que vous nous expliquez sur justement l'impact qu'ont les banques centrales, on commence à soupçonner que la volonté qu'on avait de les rendre plus indépendantes du domaine politique était peut-être... on pourrait dire naïve ou a pas été tout à fait accomplie parce qu'il y a des impacts politiques à des institutions qui ne rendent pas de compte aux États, si j'ai bien compris ce que vous nous dites. Si j'ai bien compris également, le modèle qui permet à ces banques centrales d'avoir plus d'indépendance, c'est le modèle qu'on appelle CBI. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler de ce modèle-là, puis expliquer en fait pourquoi on a choisi de l'instaurer malgré les potentiels problèmes qu'on commence à soupçonner, puis qu'on aura peut-être l'occasion de reparler au cours de l'entrevue. Oui, tout à fait. En fait, donc à partir de l'idée que l'inflation, elle impacte les classes sociales, et puis elle impacte tout le monde, je veux dire, elle impacte les épargnants, parce que l'inflation, c'est quoi ? C'est l'idée que à un moment donné, vous avez un certain pouvoir d'achat, et en fonction de l'inflation, quelques temps plus tard, votre pouvoir d'achat est réduit parce que la même quantité d'argent dont vous disposiez au départ ne vous permet plus d'acheter la même chose, parce que les prix ont augmenté. Donc c'est ça, l'inflation, c'est cette idée-là. Et donc il faut absolument éviter de tomber dans une forme d'inflation trop élevée qui viendrait briser les possibilités de l'épargne au moment où les gens anticipent et font confiance à leur épargne pour réaliser un certain nombre de projets plus tard dans le temps. Donc il faut leur laisser la possibilité de faire confiance à leur propre épargne. Donc l'inflation, pour cette raison-là, c'est problématique. C'est problématique parce que ça vient miner la confiance des gens dans la monnaie, d'une part, et puis les projets des individus dans le temps. Ça, c'est un argument qu'on peut mobiliser pour dire l'inflation, c'est assez problématique en société. Donc il faut contrôler cette inflation. Il y a toujours un peu d'inflation, mais il faut la contrôler de façon à ce qu'elle soit pas trop forte. Et une des raisons pour lesquelles on est passé d'un modèle de banque centrale plus politique, donc antérieur aux années 90, à un modèle de banque centrale très indépendant, et là je fais le lien avec ce que vous disiez, le modèle qu'on appelle le modèle CBI, qui vient de l'anglais Central Bank Independence, donc le modèle d'indépendance des banques centrales. En fait, il a précisément pour vocation de s'assurer que les banques centrales seront toujours dédiées à cet objectif de ne pas faire grimper l'inflation trop vite. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est un argument qu'on hérite de la théorie des choix publics qui considère que les autorités politiques, elles seront toujours tentées d'utiliser la politique monétaire à des fins électoralistes. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en fait, une augmentation de la quantité de monnaie en circulation, donc ça c'est ce que négocie et ce que décide la Banque centrale, l'augmentation de la masse de monnaie en circulation, ça vient stimuler la production. Ça aide à la croissance
au moment où ça intervient. Et notamment, ça suscite un peu plus d'emplois, ça permet d'augmenter un peu les salaires, etc. Et donc, ça a un effet qui est positif au moment où ça intervient pour la plupart des individus dans une zone monétaire. Et donc, ça vient aider souvent la popularité de la politique qui est menée par un gouvernement. Et c'est là que c'est très intéressant. Il y a un lien très fort entre l'inflation, enfin pas entre l'inflation, mais entre la disponibilité de liquidité et la popularité d'un gouvernement, qui va dire, voyez, par exemple, nos politiques sont bonnes, elles rencontrent un vrai succès, la preuve en est que nous avons réussi à baisser le chômage. Et donc là, évidemment, on peut se dire, il est très tentant pour un gouvernement de revaloriser sa popularité en faisant appel à la Banque centrale et en lui demandant, par exemple, quelques mois avant une élection, ce serait quand même bien qu'on augmente un peu la quantité de liquidité parce que sinon ça me permettrait de faire passer mon programme succès vis-à-vis du chômage. Et ça, on a un exemple assez classique de ça aux États-Unis, qui est toujours l'exemple qui est mobilisé pour faire référence à ça, c'est de dire, en fait, on se souvient très bien en 1972, comme par hasard, juste avant les élections présidentielles aux États-Unis, Nixon a plus ou moins passé un accord un peu informel avec la Réserve fédérale américaine, donc la Banque centrale des États-Unis, qui était pourtant formellement, elle était indépendante, mais en réalité, on voit bien que l'indépendance de la banque n'était pas assez protégée parce que Nixon a réussi à négocier d'une certaine façon que on injecte beaucoup de liquidités quelques mois avant l'élection pour augmenter les salaires et puis pour dynamiser l'emploi. Et en fait, la masse monétaire, cette année-là, elle a augmenté de 9% aux États-Unis. C'était énorme. Et évidemment, derrière ça, donc après l'élection et puis après les retombées positives, il y a les retombées plus négatives, c'est-à-dire que un peu de temps se passe après cette injection de liquidité et là, l'inflation grimpe. Et donc, tous les effets positifs de cette injection de liquidité au départ est contrebalancé par l'inflation qui fait que le pouvoir d'achat qu'on pensait avoir gagné, en fait, on le perd dans le temps parce que les prix ont monté. Et donc, les salaires qui ont augmenté, en réalité, ils vous permettent plus d'acheter davantage qu'auparavant. Et en plus de ça, vous avez réduit la capacité, les opportunités économiques des épargnants. Et ceux qui sont les plus touchés par ça, évidemment, c'est ceux qui disposent de peu d'épargne et qui disposent des actifs, d'une classe d'actifs pas très sophistiqués. Donc en fait, qui résistent mal à l'inflation. Donc en fait, ce sont souvent les classes les plus modestes, quoi. En fait, j'ai l'impression que, peut-être que tu me corrigeras si je me trompe, on est obligé d'augmenter la quantité d'argent qui se fait dans un pays, parce qu'il doit y avoir un minimum à faire, mais il faut tenter de le faire dans une juste mesure. Mais comment est-ce qu'on fait cette juste mesure-là entre injecter de l'argent pour stimuler l'économie et éviter l'inflation? Donc, est-ce qu'il y a des mécanismes que tu pourrais nous expliquer, qui pourraient nous aider à comprendre ce phénomène-là? Alors, la chose la plus simple, pour pas rentrer dans des détails trop rébarbatifs, on pourrait dire, en fait, il y a un consensus sur cette question-là qui est de dire on va orienter la politique monétaire vers une cible d'inflation. Et donc, c'est ça notre objectif. Notre objectif, c'est de maintenir une inflation inférieure ou égale à 2%. Et c'est ça un consensus c'est le consensus qui est le plus partagé, je pense, à peu près partout dans les sociétés industrialisées, c'est de dire, effectivement, comme tu disais, c'est inévitable que la masse d'argent dans un État croît sans cesse. Donc ça, c'est pas évitable. Mais bon, c'est pas grave, on va le contrôler et on va faire en sorte que l'inflation, il y en ait, évidemment, mais d'une façon qui se fasse pas sentir au quotidien et qui soit continue dans le temps, qui soit régulière, qui soit stable. Et ça permet notamment aux acteurs économiques de toujours pouvoir prévoir et anticiper leurs actions. Parce que ce qui est très problématique avec l'inflation, c'est l'idée que ça soit en dents de scie, que ça soit irrégulier, qu'on puisse pas la prévoir. Et c'est notamment ce qui nous pose énormément de problèmes en ce moment, par exemple en situation de pandémie, où on n'arrive pas à anticiper, personne n'arrive à anticiper ce que sera le taux de la monnaie demain par rapport aux autres monnaies. Je veux dire, sur le marché des monnaies, on a du mal à anticiper la valeur de nos monnaies demain. Et puis on a beaucoup de mal à anticiper la valeur de notre épargne au sein de notre propre économie. On a beaucoup de mal à évaluer la valeur de notre épargne demain. Ma question va peut-être me ramener un peu plus au modèle d'indépendance là, des banques centrales.
Je pose la question uniquement à partir de l'exemple que vous venez de nous expliquer, donc il se peut que mon hypothèse soit pas généralisable. Mais d'après ce que vous nous avez expliqué sur ce qui s'est passé aux États-Unis, il semblerait que le problème soit venu du fait que les banques, la Banque centrale, la Banque fédérale américaine, c'est bien ça, ait été soumis au pouvoir de l'exécutif, c'est-à-dire du président américain et de son gouvernement. Est-ce que l'idée, plutôt que de rendre les banques centrales indépendantes, de les soumettre au pouvoir législatif, permettrait de trouver un compromis qui permettrait à la fois d'éviter des politiques électoralistes rocambolesques et de laisser une complète indépendance à ces banques-là qui ont quand même un impact dans la vie quotidienne, des impacts politiques en fait sur la vie des citoyens et citoyennes. En fait, tout à fait, c'est une question qui se pose beaucoup en ce moment parce qu'on en revient beaucoup de ce modèle d'indépendance. Alors là, je voulais présenter un peu comme ça en vous disant, bon, bah, il y a des raisons, la théorie des choix publics nous explique les raisons pour lesquelles on a basculé vers ce modèle, mais d'une part, c'est peut-être pas le seul modèle, et puis l'autre argument, c'est que ce modèle, il a des coûts. Il représente quelque chose, il représente un coût politique. Parce que, donc effectivement, pour éviter les situations comme celle que j'ai présentée des États-Unis, où voilà, on a un président, on a l'exécutif qui se coordonne avec la réserve fédérale pour arriver à des fins qui sont électoralement payantes. Et ça, il faut l'éviter. Donc, on a renforcé l'indépendance des banques centrales. Mais ce modèle-là, il a des coûts parce que, par exemple, en temps de crise, et ça, c'est ce qu'on connaît notamment depuis 2008, en fait, on pourrait se dire, ça s'est passé en 2008, et puis voilà, depuis qu'on a résorbé les effets de la crise financière de 2008, ça y est, on a passé on a passé un cap, mais je pense pas. En fait, on est toujours dans un moment où le modèle d'indépendance des banques centrales qui les rend extrêmement rigides et qui rend leur mission extrêmement restreinte ne correspond plus vraiment aux besoins qu'on observe aujourd'hui de flexibilité dans la gestion de la politique monétaire. Et donc, une des questions qui se pose, c'est mais si à un moment donné, la mission d'inflation, de contrôle de l'inflation, elle est plus prioritaire par rapport à d'autres missions que pourrait servir la politique monétaire, et donc par exemple avoir une sensibilité plus grande à la résorption des inégalités, ou bien des priorités écologiques, parce que c'est aussi une des possibilités, on va y revenir, mais la politique monétaire, elle peut aussi avoir ces effets-là. En fait, elle peut avoir des effets sectoriels, c'est-à-dire qu'elle peut avoir pour effet de financer et d'aider plus spécifiquement certains secteurs de l'économie, notamment quand elle rachète des titres sur les marchés financiers, parce que depuis 2008, la plupart des banques font ça, elles rachètent des titres sur les marchés financiers. Et donc là, on se dirait, mais elle pourrait servir des fins politiques qui seraient autres que le contrôle de l'inflation, et qui pourraient éventuellement être contrebalancées par l'objectif anti-inflationniste. Et le problème, c'est que si l'exécutif n'a pas son mot à dire sur la politique monétaire et le législatif non plus, alors qui va faire en sorte que la politique monétaire soit plus sensible à des priorités politiques urgentes? Et on le voit très bien dans l'épisode de pandémie qu'on est en train de connaître. Les banques centrales, elles sont un peu confrontées à l'objectif de sauver leurs propres zones monétaires, et ça pose énormément de questions parce qu'elles se comportent d'une façon qui n'était pas prévue dans leur mandat, et comme personne n'a la main sur les banques centrales, comme ni l'exécutif ni le législatif pour l'instant n'ont la main sur les banques centrales, elles agissent dans un flou juridique où elles se comportent de façon à, par exemple, susciter des plans de relance. Mais ces plans de relance, donc il faut bien injecter de l'argent quelque part, mais qui va décider où est-ce que cet argent est injecté? Personne n'est habilité à diriger les injections de liquidités de la Banque centrale pour l'instant. Mais c'est peut-être une opportunité qu'on manque, parce que dans des périodes comme on les vit en ce moment, il y a des priorités évidentes par rapport à la situation de pandémie. On pourrait se dire, en fait, il y a par exemple des classes sociales plus démunies qu'il faut absolument préserver, qui, dans une situation où les salaires sont pas garantis, où il n'existe pas encore de modèle assurantiel pour prévenir contre des situations pandémiques, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore inventé, eh bien, les classes les plus démunies qui ne disposent pas d'épargne et qui ne sont pas dans une situation de pouvoir négocier des actifs ou disposer d'autres formes de rente, eh bien, elles se retrouvent sans rien, en fait, pour les protéger. Et donc là,
il serait important que les liquidités qui soient injectées leur permettent d'accéder soit à du crédit, par exemple, assez immédiat, soit à des plans d'aide. Et puisque les banques centrales en général sont pas immédiatement mandatées pour faire ça, on pourrait se dire, bon, alors peut-être que là, il y aurait une place pour que le législatif intervienne et à partir de l'expression des préférences des citoyens, donc de tous les ressortissants d'une zone monétaire, les parlements pourraient dire, bon, bah, voici la priorité qu'on fixe. La priorité qu'on fixe, par exemple, c'est que la création monétaire vienne aider en particulier les plus démunis. Ou dans la situation de transition écologique qu'on connaît, qui est par exemple très engagée par l'Union européenne, qui a constitutionnalisé maintenant cette priorité et qui impose aux institutions européennes d'engager la transition écologique dès lors que c'est possible, eh bien, on devrait pouvoir dire à la Banque centrale européenne, si vous mettez en place des programmes de rachat de titres financiers sur les marchés financiers, eh bien, par exemple, vous pourriez cibler en priorité le rachat de titres verts. Ça, ce serait une option. Pour l'instant, c'est difficile à justifier, parce que la Banque centrale, étant donné qu'elle est indépendante et que son mandat ne lui permet pas de tenir compte de préférences politiques de ce type-là, bien que ce soit questionnable dans le cas européen, mais dans la plupart des cas, quand la transition écologique n'est pas encore constitutionnalisée, c'est très difficile de demander à la Banque centrale, et ça lui est très difficile à elle, de prendre l'initiative de ce genre d'investissement. Mais il faut comprendre que aujourd'hui, la rigidité, enfin moi c'est mon hypothèse et je pense qu'elle est partagée par beaucoup des analystes que moi je lis sur les politiques monétaires, le mandat extrêmement restreint des banques centrales, qui est lié à leur indépendance, ne nous permet pas d'arriver à choisir et à servir des priorités politiques pourtant très légitimes de ce type-là. Et donc là, on a un problème. Est-ce que, par exemple, les PCU, ça, c'est pas la Banque centrale qui le fait, ça, c'est le gouvernement lui-même. Mais je me demandais s'il y avait une relation entre les deux, parce qu'on s'entend que PCU, c'est ce qui a touché pas mal la plupart des gens cet été. Donc, pourrais-tu nous parler un peu d'où est-ce que ça vient, la PCU, qu'est-ce que ça fait? Alors, la PCU, c'est l'exemple canadien est super pour ça, parce que ça a été un vrai choix de politique publique, là. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va financer cette PCU-là? Parce que si, en fait, l'entièreté... Là, c'est un très bon exemple. Si l'entièreté du financement provient de création monétaire pure, c'est-à-dire on accorde des lignes de crédit et on finance, comme ça on injecte dans l'économie des liquidités, en fait on va susciter une inflation énorme. Voilà, donc on en revient toujours là. Mais en même temps, dans une situation de crise comme ça, est-ce qu'on a vraiment le choix ? Est-ce qu'on a vraiment le choix de faire autre chose que de donner de l'argent là où les individus sont manifestement plus en situation de le recevoir d'une autre manière? Les salaires sont gelés, l'emploi est gelé, le chômage grimpe et atteint des proportions incroyables, et on gage pas du fait que la production va redémarrer très rapidement. Donc dans ces conditions-là, il faut bien faire quelque chose. Et l'État, le gouvernement, je pense, a une bonne compréhension de la situation, de se dire, bon, il faut éviter l'insolvabilité d'une part, mais il faut aussi éviter de mettre en banqueroute l'ensemble des entreprises du pays. Et donc, il faut ici faire un espèce de trade-off entre des priorités sociales, des priorités ensuite de solvabilité de l'État. Et donc, la question qui se pose, c'est celle du financement de cette PCU-là. Parce que, bon, une fois qu'on a décidé qu'on accordait ces sommes, ces milliards, parce qu'on est à des sommes vraiment très importantes d'accords, de financement, et qui sont même pas des prêts, hein, qui sont même pas du crédit avec contrepartie de remboursement, qui sont vraiment des dons, disons, des sommes données comme ça aux ressortissants qui répondent aux critères. On se retrouve à un autre problème qui est en fait celui de l'aléa moral. Parce que la Banque centrale pourrait aussi décider de financer directement ces sommes-là. Mais si elle fait ça, alors il n'y a plus vraiment d'incitatif pour les individus et pour les gouvernements à se mettre dans la responsabilité de rembourser cette somme plus tard. Et ça, c'est ce qu'on appelle le problème de l'aléa moral, le problème assurantiel. C'est-à-dire, si vous savez que quoi que vous fassiez, le remboursement
sera garantie. Si vous savez que automatiquement, dans une situation de choc, dans une situation de crise, dans une situation de contraction économique, la Banque centrale va intervenir pour sauver le système, en fait, pour renflouer les caisses de l'État, eh bien, l'État n'a plus aucun incitatif à être vigilant sur son budget. Et donc là, on pourrait suspecter que donc l'État ne le serait plus, et les investisseurs autour de l'État, les investisseurs, les agents économiques, les agences de notation, etc., vont considérer que cet État n'est pas très fiable, parce qu'il ne se comporte pas d'une façon qui le responsabilise sur sa balance budgétaire. Donc on ne peut pas non plus sombrer dans la tentation du financement de tout le temps, en faisant confiance aux banques centrales pour être toujours le prêteur en dernier ressort. Et en même temps, et c'est là attention, c'est pourtant ce qu'elles sont. Elles sont des prêteurs en dernier ressort. Quand il n'y a plus d'argent, on se tourne vers les banques centrales. Mais il faut bien comprendre qu'il y a toujours cet effet second que, évidemment, si on demande aux banques centrales de réinjecter comme ça en permanence des liquidités, il y aura une inflation. Et cette inflation, elle aura des effets sur les individus. Moi, mon hypothèse, c'est que peut-être que l'inflation, c'est pas quelque chose de si grave. Si cette inflation un peu plus élevée qu'on vient tolérer, elle sert par ailleurs des objectifs politiques légitimes. Par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas s'écarter un peu de cette cible d'inflation assez rigide, pour permettre de financer d'autres priorités sociales, comme par exemple, on parlait de la transition écologique, on pourrait parler de certaines formes d'aide aux plus démunis, et dire, on accepte d'augmenter un peu l'inflation, si ça nous permet par ailleurs de venir au secours de populations qui, à un moment donné, en ont complètement besoin. Et c'est le cas de la PCU, et je pense que c'est le calcul en fait que fait l'État canadien, de dire on va accepter qu'à la sortie de la crise, il y aura un peu plus d'inflation. Mais en même temps, on aura sauvé par ailleurs une énorme partie de la population de la pauvreté ou de la misère, ou on aura sauvé les entreprises de la banqueroute, Et là, c'est ça, faut sauver les entreprises pour que les gens puissent avoir des emplois, mais il faut sauver aussi les gens directement qui n'ont pas d'emploi à ce moment-là. Et donc, on dirait qu'il faut comme jouer sur tous les tableaux en même temps, ce qui me semble être vraiment comme on risque d'être perdant au final. C'est possible. Il y a une question effectivement comme ça, et puis la question que ça pose, c'est comment on va prioriser entre tous ces objectifs, parce que d'une certaine façon, on pourrait très bien considérer qu'ils sont tous légitimes. Donc comment on va prioriser ? Là, en ce moment d'ailleurs, la Banque du Canada, et c'est une initiative que je trouve super intéressante, elle consulte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire consulter ? On pourrait en débattre longuement. Est-ce que la consultation sur un site internet qui recueille des avis par clic, c'est une garantie que les résultats de la consultation vont concrètement, exactement, est-ce qu'ils vont concrètement influencer la politique monétaire dans les mois à venir ? Ça, je le sais pas, mais on n'en a aucune garantie, mais il y a quand même un début d'initiative que je trouve vraiment intéressant. Et d'ailleurs, on peut se promener sur le site de la Banque du Canada, parce qu'effectivement, ils ont vraiment fait ça, Ils ont proposé une liste de questions. N'importe qui peut aller enregistrer ses réponses, et donc il y a tout un tas de questions. Je les ai pas en tête, mais de type considérez-vous qu'il est plus important que la baguette de pain ou le cheddar augmente, ou que l'ensemble des jeunes Canadiens du pays entre 18 et 25 ans retrouvent un travail. Donc on peut dire, alors on a ici un signe que les banques centrales, elles font des arbitrages qui pourraient être également influencés par d'autres groupes d'acteurs, même si ça pose énormément de problèmes, de se dire qu'on pourrait opérationnaliser la politique monétaire à partir des préférences des individus. Ça, c'est un sujet, des préférences des ressortissants, je veux dire, c'est un sujet extrêmement compliqué. Ça pose des questions, évidemment, de technicité, parce que on pourrait se dire, si les questions sont posées de cette façon, d'une façon aussi simple, on pourrait recueillir les préférences des individus, et puis ce serait gagné, ce serait fini. On dirait, on préfère, la majorité des individus préfèrent qu'on augmente le prix de la baguette de pain. Et puis... C'est très français comme exemple que tu donnais, le fromage et la baguette. Je suis navrée. Donnez-moi un exemple plus québécois, la canne de sirop d'érable. Prenons la canne de sirop d'érable. Mais en fait, ces préférences-là, on pourrait essayer de les agréger et de dire la majorité des individus
pense que ou préfère que, mais en fait la façon même de poser la question, et puis la façon d'exclure tout un tas d'alternatives, et puis surtout les moyens et les instruments que la Banque centrale va choisir pour arriver à essayer de réaliser cette préférence ou ce choix distributif-là, ça, c'est pas réglé dès lors qu'on a posé la question est-ce que vous préférez qu'on augmente le prix de la canne de sirop d'érable ou est-ce que vous préférez renoncer au plein emploi et donc c'est un très dur dilemme, mais c'est vraiment compliqué. Et c'est pour ça aussi que la politique monétaire, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant pour nous, pour nous tous là en éthique, parce que ça pose plein de questions qui rejoignent les sujets de la gestion de l'expertise en démocratie, par exemple. Parce que on a bien l'idée que une des raisons pour lesquelles les agences de la création monétaire sont indépendantes aussi, c'est parce que c'est des regroupements d'experts qui prennent des décisions qui sont extrêmement difficiles à publicisés et sur lesquels il est difficile de communiquer dans la politique quotidienne, ordinaire. C'est très rare qu'on ait des débats sur la politique monétaire pendant les présidentielles, par exemple, pendant les campagnes présidentielles. C'est rare, ou quand on le fait, c'est vraiment de façon très mainstream, j'ai envie de dire, vraiment pas détaillée, parce que c'est vraiment technique, alors ça laisse un peu les ressortissants en dehors. Et il y a toujours cette métaphore que je trouve super parlante de l'avion. Voilà. Donc là, on serait dans le même genre de difficulté, c'est que on aimerait bien, si on est profondément démocrate, on aimerait bien que tout le monde puisse un peu piloter l'avion, que les passagers qui sont dans l'avion, ils puissent un peu choisir comment on pilote l'avion. Et en même temps, c'est la catastrophe si on fait ça. Et on va sombrer dans l'Atlantique. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on a des priorités qui sont difficiles à mettre en place? Parce que c'est le cas de la politique monétaire, c'est un outil complexe et qui suppose des arbitrages complexes. Et donc, est-ce qu'on le délègue entièrement à des experts dans lesquels on a confiance pour qu'ils réalisent les préférences qu'on leur a demandé de réaliser, mais en même temps, on n'est pas tellement capable de vérifier qu'ils ont mis en œuvre les instruments les mieux à même pour ça. Et puis surtout, en fait, on aurait beaucoup de mal à imaginer qu'il y ait un débat ou qu'il y ait des discussions politiques ouvertes à l'ensemble des ressortissants sur le choix des instruments monétaires. Et pourtant, ce serait hyper intéressant, on est d'accord. Donc, une des solutions, c'est pour ça que j'en reviens tardivement au point que tu faisais sur l'impact ou la place qu'on pourrait laisser au législatif dans l'élaboration de la politique monétaire. Peut-être qu'on pourrait dire, on ne pourrait pas laisser le Parlement gérer et ordonner à la Banque centrale d'agir de telle ou telle façon, mais peut-être qu'on pourrait élaborer des formes de vérification ex post, de type vous avez choisi tel instrument pour réaliser tel objectif, peut-être qu'on pourra en discuter, peut-être que, parce que nous on a des experts au sein de la commission des finances ou la commission monétaire, on pourrait inventer des commissions pour s'occuper de contre-vérifier les arbitrages opérés par la Banque centrale. Et là, on arriverait peut-être à essayer de faire se rejoindre politique monétaire et préférence démocratique, quoi. Mais ça suppose de résoudre un grand nombre de questions complexes sur la place qu'on laisse à l'expertise et la façon dont on délègue l'expertise monétaire au sein de nos États. Mais tantôt, tu nous disais en fait qu'il n'y avait pas de comptes à rendre, mais là, en fait, ce que tu proposes, ce serait qu'ils rendent des comptes. Exactement. Donc là, on parle d'un gros changement majeur que tu viens nous glisser comme ça. Là. Exactement. Est-ce que tu pourrais élaborer un peu plus sur le genre de mécanisme qu'on pourrait mettre en place pour que ça se passe bien, ce genre de transition-là? Alors, il y en aurait beaucoup, on pourrait imaginer tout un tas de choses. Mais alors, un exemple qui pourrait nous donner un peu une illustration de ça, en fait, qui pourrait nous indiquer que ce genre de volonté de vérification de la politique monétaire et de contrôle est en place. Par exemple, en Europe, en ce moment, c'est le cas récent de la Cour constitutionnelle allemande. Donc là, on ne parle pas du législatif, on parle de la Cour constitutionnelle allemande, donc qui vérifie la conformité, en fait, des arbitrages opérés par les institutions. Et donc, la Cour constitutionnelle allemande s'est emparée d'un certain nombre de demandes qui émanaient de groupes de citoyens allemands qui sont arrivés devant la Cour constitutionnelle allemande en disant depuis la crise, en fait, on a remarqué que la Banque centrale européenne avait lancé des programmes de rachat de titres sur les marchés et notamment de rachat d'obligations d'État.
Or, Qu'est-ce qu'une obligation d'achat d'État? Un achat d'obligation d'État. est-ce que c'est mieux si je dis dette souveraine? Non. Non. Franchement. Ok. Alors, on a remarqué que depuis la crise, la Banque centrale européenne avait lancé un programme de rachat de titres d'État, donc des obligations détenues par les États de la zone euro. Si je me permets un exemple, peut-être une tentative d'exemple, vous confirmerez si c'est exact ou pas. Le gouvernement du Québec a des actions d'État chez Hydro-Québec, par exemple. Ça pourrait être une façon d'apprivoiser le terme d'action, d'obligation d'État. Tout à fait, disons ça. Et donc, ça, normalement, c'est quelque chose que la Banque centrale européenne n'a pas vraiment le droit de faire. Parce qu'elle n'est pas censée financer, pour les raisons qu'on expliquait tout à l'heure, elle n'est pas censée financer les États. Voilà, exactement. Et donc, il existe des règles qui lui interdisent de faire ça. La Banque centrale européenne a contourné un peu cette interdiction et dans un programme de rachat d'obligations d'État, elle a mandaté les banques centrales de plusieurs États au sein de la zone euro. Elle a mandaté la banque centrale allemande, qui s'appelle la Bundesbank. Elle a mandaté la Banque française, la Banque centrale de France, etc. Et puis, elle leur a demandé de racheter, puisque la Banque centrale ne pouvait pas le faire elle-même, elle a demandé aux banques centrales de plusieurs États au sein de la zone euro de racheter des titres d'État. Face à cette situation, des citoyens allemands ont lancé un appel à la Cour constitutionnelle allemande en disant « mais là, il y a un problème. La façon dont la Banque centrale a souhaité mettre en place ce programme n'est pas conforme aux règles qui sont définies dans son mandat. » Donc là, c'est un exemple d'un cas où les citoyens ont fait appel à leur Cour constitutionnelle pour contester la mise en place d'un programme spécifique de la Banque centrale européenne, et puis en passant par leur banque centrale à eux. Et on pourrait imaginer plein de cas comme ça. Donc à partir de ça, la Cour constitutionnelle allemande a exigé, en fait, à la Banque centrale européenne de s'expliquer, de rendre des comptes sur les raisons pour lesquelles elle s'était permise de faire ça. Et ça, c'est intéressant parce que là, on a un dialogue entre les institutions. Et la Banque centrale, tout d'un coup, elle devient beaucoup moins indépendante. Alors, elle est indépendante dans la mesure où elle décide au départ, voilà, elle a mis en place ses instruments et elle en a décidé de façon autonome, mais elle rend des comptes ensuite. En fait, si la Banque centrale disposait d'autres possibilités, s'il avait existé d'autres possibilités, si elle avait examiné des alternatives pour arriver au même résultat, qui donc était de sécuriser, de rendre plus stable, plus sûr les obligations des États, eh bien, si elle avait disposé d'autres instruments pour faire ça, peut-être que c'est cela qu'elle aurait dû choisir. Et donc, c'est important qu'à cet endroit-là, il y ait un contrôle. Il y a un contrôle sur le fait qu'elle ne dépasse pas les termes de son mandat, et puis qu'elle le fasse, qu'elle mette en place ces instruments d'une façon qui soit la plus judicieuse, ou qui serve le mieux des priorités politiques qui seraient décidées par l'ensemble des ressortissants. Et donc là, on peut imaginer qu'il y aurait un dialogue entre les institutions. On peut penser que la Banque centrale européenne pourrait rendre des comptes au Parlement. Ça, c'est une option. Par exemple, dans le cadre de ces programmes d'achat d'actifs sur les marchés financiers, donc ça, c'est quelque chose de très récent. Mais c'est super intéressant parce que c'est une politique très innovante que les banques centrales, en général, ont mis en place globalement depuis, en tout cas en Europe, ça a pris un essor incroyable depuis la crise financière. Et donc, pour relancer la croissance et pour relancer les investissements sur les marchés, la Banque centrale a racheté des titres sur les marchés et ce faisant, elle a provoqué des effets. Et un des effets qu'on a remarqué, c'est que dans le portefeuille de titres qu'elle constituait, mime, en fait, la structure du marché au moment où elle a acheté. Donc, par exemple, si le monde du pétrole prend 5% de l'économie, elle a acheté 5% de titres de pétrolières, par exemple. Exactement. Okay. Et en faisant ça, ça a eu pour effet exactement, par exemple, qu'elle a financé très massivement titres hautement carbonés.
Et par exemple, tu as raison de le mentionner, en fait, des titres de l'industrie pétrolière, des énergies fossiles, et comme le secteur vert était très peu présent sur le marché, elle a très peu investi dans le secteur vert. Et de cette façon-là, on pourrait dire, oui, mais est-ce que ça rentre pas un peu en conflit avec l'idée que la Banque centrale européenne devrait aujourd'hui intervenir d'une façon plus verte que ce qu'elle s'autorise à faire, parce que, en fait, l'ensemble des institutions européennes sont désormais, depuis les accords de Paris, du reste, sont soumises à les obligations d'intervenir de façon plus verte quand elles le peuvent. Et là, la Banque centrale a pas saisi cette opportunité. Alors, la Banque centrale va répondre, bah oui, mais si j'avais fait ça, j'aurais distordu l'équilibre des prix entre les actifs. Et là, typiquement, on est dans une situation où on pourrait dire, mais quelle est la priorité ici ? Et entre deux priorités, entre la priorité qui est dans le mandat, qui est constitutionnalisée dans le mandat de la Banque centrale, de veiller à l'inflation et puis de se comporter d'une façon qui ne déstabilise pas l'équilibre des prix, et la priorité, par ailleurs, de servir la transition écologique, est-ce qu'il n'y a pas un arbitrage à opérer ici ? Et comment se fait-il que cet arbitrage ne soit opéré que par la Banque centrale seule, alors que peut-être on pourrait l'ouvrir aux préférences politiques qui sont les plus largement partagées par l'Union européenne au moment où la question se pose, quoi. Donc là, on pourrait imaginer que les parlements viennent et soit influent en amont, soit contrôlent en aval les arbitrages qu'aurait opéré la Banque centrale. Ça, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Je voudrais revenir sur l'exemple allemand. Il me semble qu'il y avait quelque chose d'intéressant où, en cas de crise, on doit réagir rapidement. Alors là, on avait la Banque centrale qui a réagi rapidement, qui est allée au-delà de son mandat, par exemple. Et là, on se dit, ben c'est justifié, c'est un cas de crise. Mais on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui va toujours dans une direction, c'est on prend plus de pouvoir, mais on prend pas plus de responsabilités, parce que pourquoi est-ce qu'il institue des responsabilités? Alors que là, à ce moment-là, le peuple allemand, ou certains individus se sont questionnés sur vous prenez plus de pouvoir, on est d'accord, mais les responsabilités suivent les pouvoirs, comme disait l'oncle de Spider-Man. Exactement, mais c'est vraiment la question, c'est vraiment la raison pour laquelle je pense que le modèle d'indépendance des banques centrales est en fait un peu obsolète, parce que effectivement les banques centrales ont été obligées, on peut pas, je pense que ce serait déraisonnable de le leur reprocher, elles ont été obligées d'intervenir au-delà de leur mandat au moment de la crise. Parce que rien n'avait été anticipé pour ce type de crise, pour une crise aussi grave, aussi généralisée, aussi systémique. Et donc, il a fallu qu'elles interviennent un peu dans l'urgence. Et par ailleurs, il était impossible pour elles de faire passer ces nouvelles responsabilités. Et par ailleurs, il était impossible pour elles de coordonner ces nouveaux instruments monétaires, ces nouvelles interventions super innovantes, hein. Donc par exemple racheter des titres directement sur les marchés, racheter des dettes souveraines, etc. C'était pas conciliable avec le modèle d'indépendance, et ça l'est toujours pas d'ailleurs. Donc c'est un vrai, enfin je pense que ça l'est difficilement, c'est un vrai problème. Donc en fait ça pose la question de savoir si ce modèle d'indépendance est toujours vraiment bien adapté, parce qu'effectivement les banques centrales semblent maintenues à distance d'une forme de responsabilité, parce que elles n'ont pas de rôle politique, on leur donne pas un rôle politique, mais force est de constater que elles l'ont pris, elles ont fini par le prendre, ce rôle politique. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce qu'aujourd'hui on se contente de dire on va vérifier ex post ce que fait la Banque centrale, sachant que ce qu'on observe, moi je m'intéresse plutôt à l'Union européenne, ce qu'on observe c'est que en fait la Cour constitutionnelle elle valide systématiquement ce que fait la Banque centrale européenne, soit par pragmatisme et par volonté de ne pas interférer avec la politique monétaire, ou par volonté de ne pas miner la confiance qu'ont les citoyens européens dans la Banque centrale, qui est déjà assez faible, ou par manque d'expertise, c'est possible. Mais bon, il va peut-être falloir imaginer d'autres formes de mécanismes pour responsabiliser les banques centrales. Et en tout cas, si on reste dans un modèle où les banques centrales interviennent de façon aussi politique, en fait. Et peut-être qu'une des façons de le faire, moi je pense que l'idée, ce serait pas du tout de revenir à un modèle beaucoup plus indépendant, parce que en fait, c'est pas prometteur, mais de concevoir un mandat plus politique des banques centrales. Et donc, par exemple, une priorité écologique ou une priorité distributive visant à réduire les inégalités, on pourrait imaginer ça. Mais si c'est le cas, il faut
des contreparties, il faut encadrer il faut encadrer bien davantage les banques centrales pour qu'elles soient responsables devant quelqu'un. Et devant quelqu'un qui soit capable de limiter leurs arbitrages ou d'intervenir soit d'influencer, qui soit capable soit d'influencer la politique monétaire, soit de limiter les arbitrages de la Banque centrale. Il y a 2 problèmes, en fait, qu'on a soulignés en ce qui concerne l'indépendance des banques centrales. La première, c'est le manque d'imputabilité. Elles n'ont pas à répondre, puis elles sont obligées d'avoir plus de pouvoir à cause des circonstances, mais aucune instance ne leur permet de prendre plus de responsabilités. Et l'autre problème que vous avez souligné à plusieurs reprises, c'est le fait que leur rôle est extrêmement restreint, mais qu'elles doivent le dépasser, forcément à cause des circonstances. Et dans les autres rôles qu'elles pourraient assumer, si jamais on décidait de donner une place politique aux banques centrales, il y a le rôle écologique et le rôle distributif. On a évoqué à plusieurs reprises comment le rôle écologique pourrait être assumé. Je m'intéresse au rôle distributif. Pour l'instant, les banques centrales ont l'air quand même à distance des individus et pour j'allais dire une païenne, c'est pas ça. Pour la novice que je suis, ça paraît étrange de voir qu'une banque centrale qui n'intervient jamais directement sur le portefeuille des individus, c'est toujours en relançant d'autres banques, potentiellement d'autres entreprises qu'elle intervient, peut en fait s'attaquer au problème de l'inégalité dans une société. On a parlé de l'exemple de la PCU tout à l'heure, je le trouve intéressant parce que justement, le gouvernement canadien a décidé de financer directement les gens, les individus. Les banques centrales ne font pas ça. Donc, est-ce que le fait de leur donner un rôle politique pour les permettre de réduire les inégalités, ça va demander à ce que les banques permettre, par exemple, de financer les personnes de façon individuelle? Si c'est pas comme ça, parce que c'est trop dangereux, il faudrait prendre quelles avenues? Alors, c'est une très bonne question et ça ouvre tout un tas de portes, là, mais c'est super. En fait, je pense que là où ta question m'amène, c'est jusqu'où on peut être créatif au sujet de la politique monétaire et qu'est-ce qu'on peut imaginer pour que ce lien s'opère entre la politique monétaire et la réduction des inégalités. En fait, on pourrait imaginer des choses beaucoup plus directes que ce qui se fait aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, il y a des recherches qui sont menées aujourd'hui sur ces questions-là, de savoir pourquoi est-ce que les banques centrales, en tout cas les banques centrales des États industrialisés qu'on connaît et qui en auraient les moyens, pourquoi est-ce qu'elles n'examinent pas davantage des instruments nouveaux pour intervenir directement sur le portefeuille des individus. Il y a notamment une proposition qui est, je trouve, assez à la fois déroutante et super prometteuse si on arrivait à l'encadrer, c'est ce qu'on appelle le helicopter money. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été très popularisé ou pas dans l'esprit des gens, mais on pourrait dire c'est une possibilité que la Banque centrale aurait de flusher directement de l'argent sur les comptes épargne des individus, par exemple. Individuellement, on pourrait dire, en fait, la Banque centrale, elle pourrait faire, de temps en temps, quand il en est besoin, elle pourrait faire des injections ciblées, comme ça. Et puis, ça pourrait prendre tout un tas de formes. On pourrait imaginer aussi que la Banque centrale soit beaucoup plus régulatrice dans la façon dont elle accorde le crédit aux banques commerciales. Parce que c'est ça qui se passe. Donc, la Banque centrale, elle accorde des liquidités et les banques commerciales prêtent aux individus qui viennent la voir pour lui demander du crédit. Et donc, l'accès au crédit, il n'est pas immédiat entre la Banque centrale et les individus. Il y a un intermédiaire très important ici, qui sont les banques commerciales. Mais les banques commerciales, dans une situation comme on vit par exemple aujourd'hui, où il y a une insécurité très forte, il y a une difficulté d'anticipation sur les taux d'intérêt, sur la disponibilité du crédit dans l'avenir, etc., eh bien, elles ont tendance à beaucoup moins souhaiter prêter aux individus et les crédits dont elles disposent, elles les réinjectent directement sur les marchés financiers. Alors ça, c'est un problème. On pourrait dire, en fait, pourquoi la Banque centrale ne pourrait-elle pas conditionner le fait que ce crédit-là qu'elle accorde aux banques commerciales doivent aller à des individus? Alors, ça peut être des micro-entreprises, ça peut être des petites et des moyennes entreprises, ça peut être des individus privés pour des crédits à la consommation, etc. Mais on pourrait très bien imaginer que la Banque centrale oblige, d'une certaine façon, à cibler cet argent-là
pour qu'il aille directement dans l'économie réelle. Une autre chose qu'on pourrait suggérer, c'est que la Banque centrale fasse beaucoup moins d'injections sur les marchés financiers directement, c'est-à-dire qu'elle se lance un peu moins dans les programmes de rachat d'actifs sur les marchés financiers et qu'elle s'occupe davantage d'injecter de l'argent dans l'économie réelle. En fait, ça m'a comme allumé quand tu as parlé de helicopter money, parce que c'est quelque chose qui semble un peu farfelu quand on regarde ça d'un point de vue, mais on a souvent le contre-argument qui vient rapidement en tête, c'est tu donnes de l'argent aux gens, puis après ils vont le dépenser sur quelque chose qui n'est pas très important, qui n'est pas un bon investissement à long terme, mais ça existe déjà en fait en aide internationale. Il y a un organisme qui s'appelle Give Directly, qui donne directement aux gens les plus pauvres des pays les plus pauvres $1000 américains, c'est-à-dire beaucoup d'argent, parce que souvent ça équivaut à plus que l'argent que la famille fait durant une année. Et ils peuvent le dépenser comme ils veulent pour améliorer leurs conditions. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que c'est toujours des investissements à long terme qui sont faits par ce genre de dons d'argent-là. Mais dans les populations qui ne sont pas les populations les plus pauvres du monde, on dirait que là, on n'a pas d'informations sur ce genre de... En tout cas, du moins, j'ai jamais rien lu sur le helicopter money qui serait pas dans l'aide internationale, par exemple. Est-ce que tu as des données un peu sur ce genre de situation-là? Parce que ça me semble un peu novateur, là. En fait, c'est ça, il existe, à ma connaissance, parce que c'est quelque chose que je suis en train d'explorer. Pour l'instant, je dois avouer que je suis moi-même indécise quant à savoir si c'est vraiment une bonne idée ou pas. Mais en fait, ce qui est un peu problématique pour l'instant avec cette question-là, c'est que si on propose comme ça une forme d'injection directe sur les comptes bancaires quasiment des individus d'une zone, se pose la question de savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on injecte aux plus démunis? À partir de quelles données? Et comment on catégorise ceux qui sont les plus démunis? Et sinon, l'autre solution, c'est injecter la même quantité d'argent à tout le monde. Et là, on revient à faire un peu ce qu'on pourrait appeler du basic income, ou du financement du prédistributif, c'est-à-dire on donne une somme de départ, on donne une somme régulière, on donne la même somme à tout le monde, et on espère que ça égalise les chances de mener une vie digne, par exemple, donc de se payer, de consommer de la nourriture, un logement, du chauffage, etc. Mais là, on est face... Ce qui est compliqué avec cette proposition, c'est que peut-être elle est super intéressante, mais en fait, elle s'apparente énormément à ce qu'on pourrait appeler de la fiscalité. C'est pas très loin d'être de la politique fiscale en réalité. Déjà parce que tout dépend d'où provient cet argent. Est-ce que cet argent, c'est de la création monétaire pure ? Auquel cas, là, on peut dire que c'est clairement de la politique monétaire. Mais si c'est un mélange entre budget de l'État, de l'argent qui provient du budget de l'État, et un peu de création monétaire, là, on est déjà dans un autre genre de flou. Et puis, si on aborde la question de quelle somme on va donner à quel individu, comment on va répartir cet argent, et est-ce qu'on va le répartir à partir de priorités distributives, donc par exemple donner plus ou moins aux familles monoparentales, donner plus ou moins aux personnes âgées, donner plus ou moins aux personnes qui ne disposent pas de biens immobiliers, qui ne sont pas propriétaires par exemple. Ça pourrait être l'idée, ça pourrait être de compenser les biais de l'inflation sur les différentes classes d'individus, donc par exemple compenser vis-à-vis des individus qui ont seulement de l'épargne pure et par rapport aux individus qui maximisent mieux leur rente et qui sont par exemple propriétaires de biens immobiliers. Donc en fait, la façon dont on aborde la question nous oblige à faire des choix distributifs, et à partir de ce moment-là, la question difficile, c'est qui va orienter cette distribution, qui va faire ces choix-là, et comment s'assurer que ces choix-là soient justes, comment s'assurer qu'on mette en place des critères qui réalisent effectivement une meilleure égalité ou qui permettent de réduire les inégalités. Là, je parle de tout ça à partir de ma perspective, d'ailleurs, qui est une perspective très biaisée, parce que moi, je m'en cache pas, je suis égalitariste. Donc, un des objectifs que j'assignerais, moi, si je pouvais le faire à la politique monétaire, ce serait de baisser les inégalités, mais de réduire les inégalités entre les ressortissants d'une zone monétaire. Mais ça, évidemment, c'est pas une préférence partagée par tout le monde. Et les néolibéraux ici sauteraient au plafond en me disant on peut pas, en contrecarrant cette proposition et en disant on peut pas comme ça intervenir sur les niveaux de richesse des uns et des autres, parce que ça vient violer les réussites et le mérite individuel des individus qui ont réussi à maximiser leur fortune. Donc ça pose énormément de questions. Ces questions distributives posent énormément de problèmes si on essaye de les traiter
de façon agrégée en société. Et c'est pour ça que c'est intéressant malgré tout, c'est qu'on se rend bien compte qu'à un moment donné, si on veut innover en politique monétaire, il va falloir prendre des décisions qui imposent de faire des choix distributifs, mais ces choix distributifs vont être très compliqués à faire. C'est probablement pour ça aussi que si on veut donner aux banques centrales un rôle plus distributif, ça peut pas se faire sans leur imposer plus de responsabilités, puis sans les rattacher au monde politique, évidemment, à cause de l'ampleur de leurs tâches. Bien justement, même si ça soulève plein de questions, puis qu'on les réglera pas toutes aujourd'hui, si on se lançait dans un débat avec des hypothétiques économistes néolibéraux, il y en a pas dans cette salle. c'est pas c'est pas qu'on veut pas, on n'a pas trouvé. Mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que justement la compétition entre les individus, puis la reconnaissance du mérite, c'est vraiment l'avenue à encourager, la seule. Autrement dit, je vais faire ma question, pourquoi êtes-vous égalitariste dans votre approche des banques centrales? Bon, je vais faire une réponse, je vais botter en touche. En réalité, on pourrait dire je suis égalitariste parce que je suis pauvre, mais il y aurait deux raisons pour lesquelles je pense qu'il est souhaitable d'être égalitariste, même si on considère que les individus sont pas des agents passifs ou en situation de soumission qui ne construisent pas leur vie et qui sont pas responsables de ce qui leur arrive dans la vie. Je pense pas ça. Je pense qu'il y a une vraie agentivité, mais que le niveau de revenus et de richesse auquel les individus peuvent prétendre à la fin de leur vie n'est pas toujours corrélé aux efforts qu'ils ont mis en œuvre pour accéder à cette richesse. En fait, une première façon de répondre, ce serait de dire les inégalités trop grandes au sein d'une société ne sont pas efficaces, ne sont pas utiles d'un point de vue économique et elles nuisent à tout le monde. Les inégalités, ça nuit à tout le monde. Trop d'inégalités, ça nuit à tout le monde. Et ça, c'est un argument qu'on retrouve par exemple au niveau de l'OCDE. Ça, c'est un argument, on dirait, c'est une façon instrumentale de vouloir lutter contre les inégalités, parce que on considère que les inégalités, c'est pas que c'est une mauvaise chose en soi d'un point de vue moral, c'est juste que d'un point de vue de l'effectivité, c'est contre-productif. Si je peux me permettre, il y a des études qui ont montré assez clairement la corrélation assez serrée entre les inégalités au sein d'une société et les problèmes psychosociaux de cette société. Oui, tout à fait. Et une deuxième façon qui est peut-être, parce que cet argument-là, il est convaincant, mais à mon avis, il n'est pas suffisant pour être égalitariste au sens plein du terme. Une deuxième façon de répondre à ça, pourquoi est-ce que être égalitariste, c'est préférable ? Je pense que les inégalités de richesse sont porteuses d'énormément d'arbitraire moral. Et donc on peut pas demander aux individus de se satisfaire du fait que ils ont disposé d'une certaine quantité d'opportunités au départ et que donc il est normal que ils arrivent à la fin de leur vie avec un résultat qui correspond à leur quantité d'opportunités, si on peut dire. Et en fait, une bonne façon d'estimer à quel point c'est moralement arbitraire, c'est, je pense, d'examiner les travaux de Piketty sur la question de l'augmentation des inégalités, parce que Thomas Piketty a publié des travaux super intéressants sur la corrélation entre détention de patrimoine, par exemple, et augmentation du revenu dans le temps. Et ce qu'il dit est très intéressant. Il observe quelque chose, à mon avis, d'incroyable. Il dit, mais en fait, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, les revenus du capital et les revenus du patrimoine augmentent beaucoup plus vite que les revenus du travail. Et ça nous dit quelque chose qui, à mon avis, coupe l'herbe sous le pied à toute tentative méritocratique qui tenterait de justifier le gain par l'effort. Et qui tenterait de nous dire que, en fait, à force de travail et d'acharnement, et à force d'intelligence et d'innovation et d'esprit d'entreprise, on arrive à égaliser les opportunités entre les individus. Moi, je le crois pas. Et je pense que pour cette raison-là, c'est moralement indésirable de considérer que les inégalités entre les personnes, les inégalités de richesse entre les personnes, elles sont justifiées. Mais non, pas du tout. Elles le sont pas. Tant que le capital de départ est à ce point inégalitaire entre des personnes issues d'une même société, je pense pas qu'on puisse dire que les égalités d'opportunités soient réalisées. Et c'est indésirable à la fois pour des raisons instrumentales, évidemment ça nuit à l'ensemble de la société, mais c'est profondément indésirable d'un point de vue moral, je le crois.
je pense pas qu'on puisse tenir les individus pour justement responsables de la situation financière qui est la leur à partir de la simple évaluation des fruits de leur travail, quoi. J'essaie d'avoir vu une réponse, là, il y avait quelqu'un qui avait fait un graphique puis demandait aux gens comment est-ce qu'on devrait répartir comme les revenus. Puis là, tout le monde disait, ben, ceux qui travaillent moins, ceux qui ont plus de talent, puis il faisait comme une espèce de courbe là, qui allait toujours un petit peu plus en augmentant. Puis après ça, il disait, ben, voici comment on la distribue dans la société. Puis là, ça faisait une espèce de longue ligne qui faisait que tout le monde gagnait en bas d'un certain montant. Ensuite, une petite courbe. Et ensuite, là, ça montait en absolu. Il disait que ça montait comme plusieurs étages de haut, là, à la grandeur d'une feuille de papier. C'est comme s'il y avait 30 étages, si je me souviens bien, là, de hauteur pour dire le 0,01% à quel point ils ont des revenus. Donc, on voyait que l'intuition méritocratique qu'on a tous et qui je pense, devrait exister pour nous motiver au travail, etc., mais dans le monde réel, ça représente pas du tout ce qui se passe à ce moment-là. Ouais, exactement. Je pense qu'il y a une étude qui est l'étude de Piketty. En fait, l'étude de Piketty est largement citée sur ce point-là. C'est exactement ça. De 2009 à 2012, là, moi j'ai retenu ce chiffre-là, 1% des Américains les plus riches avaient accaparé 91% de l'augmentation des revenus. Donc, c'est pas possible de soutenir, enfin, ça me paraît extrêmement difficile de soutenir que il y a un écart de travail et de mérite à ce point énorme entre le 1% des Américains les plus riches et le 99% des Américains les moins riches. Je pense que là, il y a un vrai souci de distribution. Et puis, il y a un effet d'entraînement, c'est-à-dire que plus on détient de capital, plus on est capable d'en détenir. Et comme les rentes sur le capital croissent plus vite que les rentes sur le travail, donc ça me paraît difficilement justifiable de responsabiliser à ce point les individus sur ces inégalités-là. Bien, merci beaucoup, Morgane Delorme, d'avoir été notre invitée, puis de nous avoir donné accès à ce monde qui semblait lointain et obscur des banques centrales. Merci de nous avoir présenté leurs problèmes et leur situation actuelle, puis d'avoir rendu ce monde-là un peu plus accessible et proposé des solutions. Je vous remercie, j'étais ravie de réaliser cette entrevue avec vous.